Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Écolant, cofondateur de Staycation. Bonjour Mathieu. Bonjour Armelle. Alors, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la suite qu'a pris ta carrière professionnelle ? Alors, écoute, je pense que j'ai toujours eu envie de créer une boîte, de monter un projet, et je pense que j'ai aussi toujours eu besoin de faire des choses avec passion, être à fond dans ce que je fais et m'entourer aussi de gens de personnes qui sont dans la même énergie. Et je pense qu'on aura le temps, on va sûrement y revenir après, mais c'est un trait que partagent aussi mes deux associés, Kevin et Mathieu, sur Staycation. Et je pense que c'est un trait commun aux personnes qui sont aujourd'hui chez Staycation. Si tu veux, c'est même un critère de recrutement chez nous. Est-ce que les gens sont chauds? Est-ce qu'ils ont envie de s'investir? Est-ce qu'ils ont envie de faire en sorte de proposer la meilleure expérience possible, que ce soit pour nos utilisateurs ou pour les hôtels. Nous, on vient pas de l'hôtellerie. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on observe aussi et qui est très lié à cette industrie de l'hospitality. L'envie de faire des choses en plus et de faire attention aux gens. Alors, puisque tu parles de recrutement, est-ce que vous avez des critères en plus que de ceux que tu viens de nous citer ? Ouais, on va regarder deux choses, et c'est ce qu'on dit aux candidats à chaque fois quand on commence les process. On va se poser deux questions. Est-ce qu'on pense que c'est le job parfait pour cette personne? Tu vois, on réfléchit bien à quel est le scope, quelles sont les compétences qu'il va falloir avoir pour s'épanouir sur ce job-là, puis juste voir si la personne correspond ou non. Parfois, on a des gens qui sont géniaux, mais on se dit c'est pas le job pour eux, donc ils vont nous rejoindre, c'est top, mais en fait, ils vont s'ennuyer ou ils vont pas être super alignés dans quelques mois. Donc, on essaie de vérifier ça. Et puis ensuite, on essaie de vérifier aussi est-ce que cette personne va partager la même culture que nous. Tu vois, il y a les valeurs qui sont hyper importantes pour nous. Encore une fois, ça veut pas dire que les personnes sont bien ou pas bien. C'est plus, on a un certain environnement avec certaines valeurs et il y a des gens qui vont s'y retrouver complètement et d'autres qui pas forcément s'y retrouver. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on dit dès le début, encore une fois, aux candidats nous, on va vérifier ça, mais vous aussi, projetez-vous et demandez-vous si c'est le bon endroit et le bon moment pour vous, quoi. Yes. Alors, un petit retour vers toi quand même. Est-ce que tu peux nous raconter comment a commencé ta carrière professionnelle jusqu'à finalement le début de Staycation ? Ouais, avec plaisir. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une agence de publicité qui s'appelle BETC. C'est une des principales agences françaises qui accompagne des grandes marques dans leur stratégie de communication. À l'époque, je pense à Evian, Lacoste, Air France, LVMH, Canal+. Si tu veux, tout le boulot, c'était comment est-ce qu'on arrive à connecter ces marques à leur audience, comment on réfléchit à vraiment toute la stratégie de communication. Moi, j'y suis resté 7 ans et c'est là-bas que j'ai rencontré Kevin et Mathieu, qui sont devenus mes amis avant de devenir mes associés. Et pour la petite histoire, c'est aussi de là-bas qu'on a lancé Staycation quand on était encore en poste, avant de quitter nos jobs et de s'y consacrer à 100%. Comment vous avez eu l'idée ? Staycation, je vais avoir l'occasion d'y revenir, c'est vraiment un pivot. Nous, quand on était en poste avec Kevin et Mathieu, on a lancé une première itération de ce qu'allait devenir Staycation. À l'époque, on avait envie de lancer un projet tous les trois. Et
on voyait, tu vois, à l'époque, c'était vraiment l'émergence d'Airbnb. Il y avait toute une hype autour d'Airbnb. Et en même temps, on voyait émerger toute une catégorie d'hôtels un petit peu lifestyle avec plein d'expériences à vivre. Et on se dit, mince, mais on la voit pas du tout aujourd'hui. Elle est complètement noyée quand tu cherches un hôtel sur booking.com, par exemple. Et on a lancé une première itération qui s'appelait Night Night. Donc, c'était un site, c'était une sorte de fooding de l'hôtellerie. Et sur ce site, on faisait une sélection des hôtels les plus cools de chaque ville en Europe en te permettant ensuite de les booker via booking.com. Donc ça, c'était le premier projet sur lequel on a bossé pendant qu'on était en poste. Et si tu veux, on a travaillé sur ce projet pendant 1 an, tous les soirs, tous les week-ends. Et pourtant, malgré tous nos efforts, ça décollait pas. Je pense que le business model, on a pris un peu de recul après, on voyait que le business model était bancal, la marge était très faible. Et on avait vraiment du mal à générer du trafic, mais on a beaucoup appris. C'était compliqué, mais on a beaucoup appris. Et en fait, si tu veux, c'était compliqué parce on se disait mince, on a beau y passer beaucoup de temps, on sait pas si c'est parce qu'on n'y passe pas assez de temps justement que ça décolle pas, ou si c'est parce que l'idée est juste pas bonne en fait. Et au bout d'1 an, on a fait un truc qu'on aurait dû faire depuis le début, c'est qu'on est allé parler avec les hôteliers, tu vois, les gens, les hôtels qu'on mettait en avant à Paris. On a été leur montrer ce qu'on faisait avec ce site Night Night. Et en fait, c'est eux qui nous ont mis sur la piste de Staycation, si je peux te raconter. Mais oui, carrément. Et puis peut-être rappeler aussi quelle est la proposition de valeur de Staycation, parce que moi, je suis une absolue fan de ce que vous faites, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Staycation, en quelques mots, c'est l'application qui te permet de t'évader facilement de ton quotidien en vivant des expériences dans les meilleurs hôtels autour de toi. On pense qu'il n'y a pas forcément besoin de partir à des milliers de kilomètres ou de prendre un billet d'avion pour se dépayser et casser un petit peu sa routine. Donc, si tu veux, avec Staycation, on a envie de créer un nouvel usage dans le quotidien de nos utilisateurs. Et on se considère pas du tout comme une boîte d'hôtellerie ou une boîte de travel. On se voit plutôt comme un service urbain. On a envie de faire partie des apps qui, sur ton téléphone, tu vois, sont plutôt à côté de ce que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours, dans ta vie d'urbaine. Ça peut être Allociné, Too Good To Go, Uber. On a vraiment envie d'installer Staycation comme ce type de service. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de créer côté utilisateur. Et pour les hôteliers, on essaie de créer une nouvelle catégorie, tu vois, un nouveau marché avec la clientèle locale. Depuis des années, les hôtels, ils travaillent avec 2 clientèles, hein, si je schématise un petit peu. Ils attirent des touristes, donc des gens qui viennent pour visiter la ville, et puis des corporates, des gens qui viennent plus pour le boulot. Et nous, avec Staycation, et je vais te raconter un petit peu l'histoire, mais on voyait une opportunité business assez énorme qui n'était pas adressée, en se disant que il y avait des milliers des millions même de personnes qui vivaient autour des hôtels toute l'année et qui ne poussaient jamais la porte de ces établissements. Tout l'enjeu qu'on a eu avec Staycation, c'est de se dire, mince, comment est-ce qu'on arrive à connecter ces hôtels à cette nouvelle clientèle locale, sachant que c'est une clientèle qui n'a pas du tout les mêmes attentes que les touristes ou les corporates. Ils sont à côté, ils n'ont pas besoin d'un lit pour dormir, ils n'ont pas besoin d'une chambre. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer pour les intéresser? Donc ça, c'est un petit peu la proposition de valeur de Staycation. Et donc, du coup, raconte-nous un peu ce shift entre le moment où vous avez commencé finalement à parler avec vos premiers partenaires. Ouais, en fait, on a été leur montrer, tu vois, ce qu'on avait fait avec ce premier site. Et là, leur réaction, elle était sans appel. Le couperet est tombé et ils nous disaient, c'est très sympa votre truc, c'est joli, c'est bien éditorialisé. Mais franchement, ça m'apporte rien au niveau du business. Ça crée pas vraiment de valeur, en fait, ce que vous faites. C'est assez joli, mais voilà, on leur a demandé. Et du coup, nous, on s'est posé la question, on leur a dit, mais ok, si on oublie ce qu'on est en train de faire, c'est quoi votre principal problème business, ou en tout cas les principaux problèmes business que vous n'arrivez pas à régler. Et la première chose qui leur est venue, voilà, ça a été de nous dire, si vous voulez vraiment m'aider, il y a un truc qu'on n'arrive pas à craquer là depuis des années, c'est le dimanche. Et là, c'était vraiment notre aha moment, tu vois, de start-up. Et finalement, quand ils pensent, les touristes dans les hôtels, ils partent le dimanche matin et les corporates arrivent généralement le lundi. Donc le dimanche, les hôtels sont vides. Et nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on aide les hôtels? On va partir de ce problème business qui est très, très, très précis, parce que si on veut mettre un pied dans la porte de cette industrie, ça nous paraît être le meilleur moyen plutôt que de se confronter à des gens qui font déjà très bien d'autres métiers. Donc on va commencer par ce problème-là. Et on s'est dit, qui est là le dimanche? Qui pourrait en profiter? C'est là où tout de suite, nous, on était à Paris à ce moment-là. On visitait des hôtels à Paris. On s'est dit, tiens, les Parisiens, ils sont là le dimanche. D'ailleurs, le dimanche, c'est une journée qui est peut-être un peu moins palpitante pour les gens. Donc, et si on faisait du dimanche la journée la plus cool pour les Parisiens en leur proposant des expériences dans les hôtels de leur propre ville? On est en quelle année là? On est en 2017.
Ok. On est en 2017 et c'était vraiment ça. On a commencé, tu vois, même nous à tester à tester ce principe, à tester aussi, à le faire tester à des amis et les retours, c'était assez génial quoi. Les gens disaient très rapidement, tiens, j'ai l'impression d'être parti super loin. J'ai l'impression d'avoir eu 2 journées en une. J'ai l'impression d'avoir découvert des lieux effectivement à côté desquels je pouvais passer tout au long de l'année, mais dont je poussais pas les portes. Et donc c'est vraiment eux les hôtels qui nous ont mis sur la piste de staycation au départ. Fast forward 2020. Ouais. Covid, comment vous gérez? Ouais, j'aurais peut-être l'occasion de te raconter aussi, Armel, après les débuts étaient assez artisanaux pour nous avant qu'on fasse le pivot, si tu me le permets. Raconte-nous ça alors. Ouais, et si tu veux, donc ça fait 1 an qu'on bosse sur notre autre projet. Là, on se rend compte, on se dit, tiens, on a peut-être une idée qui est intéressante, en tout cas qui intéresse les hôteliers, mais on va pas mettre à la poubelle tout ce qu'on a fait pendant 1 an et quelques mois, tu vois. On se dit, mince, mais comment est-ce qu'on teste cette idée rapidement, cette idée d'aller à l'hôtel dans sa propre ville, sans mettre en danger tout ce sur quoi on était en train de travailler. Donc on s'est laissé 2 semaines. On s'est dit, il faut qu'en 2 semaines, on puisse tester cette idée. Donc là, t'es obligé de faire des raccourcis, hein. On va pas créer un nouveau site, on va pas créer une nouvelle application. En plus, nous, on savait pas coder, tu vois, à ce moment-là. Donc on s'est posé la question, mais quel est le moyen plus simple de tester cette idée? On a échangé avec quelques hôtels. Donc en fait, il y a 3 hôtels qui étaient d'accord pour proposer des offres le dimanche, si on arrivait à attirer une clientèle locale. Et puis on avait déjà un petit peu notre base d'utilisateurs, si tu veux, de notre premier projet Night Night. Donc on s'est dit, on va leur proposer, on va faire une sorte d'offre dédiée, ça s'appelait Night Night Staycation. À la suite, on a droppé le Night Night pour garder Staycation. Et on leur a envoyé une newsletter, si tu veux, hyper basiquement, dans laquelle il y avait des offres pour profiter des hôtels de leur ville le dimanche. Et pour prendre les réservations, on mettait nos numéros de téléphone perso, tu vois, dans les emails. On séparait la base en 3, notre base user en 3. Bon, il n'y avait pas énormément de monde, mais on faisait séparé en 3. On mettait nos numéros de téléphone et puis on disait, appelez Kevin et sa voix caramel ou appelez Mathieu et sa voix tutti frutti pour réserver les expériences. Et là, dès la première semaine, on a fait une dizaine de réservations. Les gens nous ont appelés, si tu veux. Même nous, on était les premiers surpris, hein. On envoie la newsletter un mercredi à 17h et puis on se dit, attendre de voir ce qui se passe. Dès la première semaine, on a eu des réservations et on avait surtout un taux de closing, je pense, qui était de 100% quand on avait les gens au téléphone. On disait, mais j'ai vu votre offre, est-ce que c'est bien Kevin et sa voix caramel? Et là, pendant 10-15 minutes, si tu veux, on les lâchait pas, quoi. C'est vraiment, on se disait, mince, mais qu'est-ce qui vous a plu? Comment vous avez entendu parler de nous? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Donc non seulement on apprenait énormément de choses, et puis surtout on était en train de chauffer un petit peu les gens, quoi, tu vois, de se dire, mince, mais ok, mais moi je viens parce que c'est l'anniversaire de mon copain ou de ma copine. Ah là, j'ai juste envie de souffler parce que j'ai une semaine un petit peu compliquée. Et ils nous posaient des questions, mais elle est bien cette expérience, qu'est-ce qu'il y a à vivre dans cet hôtel? Et nous, comme on les avait vécus, on avait discuté avec les hôteliers, je pense qu'on était les mieux placés pour leur raconter le projet. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on apprenait énormément de choses. Et puis, je pense que les gens étaient assez excités de ce qu'ils allaient vivre. Pour finir, si tu veux, en 2 mois, on a eu 300 clients, 300 réservations. Donc, on a fait plus de business en 2 mois qu'en 1 an et demi sur notre premier projet. Et donc, voilà, on s'est consacré ensuite à 100% à Staycation. Ouais, on n'est jamais aussi bon vendeur que quand on a vécu l'expérience soi-même, finalement. C'est même, imagine-toi, quand tu pars en week-end avec des amis ou en vacances et ensuite tu veux le raconter à d'autres personnes. En fait, selon la personne qui va te le raconter, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont mieux y arriver, qui vont être plus motivés que d'autres. Et je pense que ça joue énormément, ouais, de pouvoir chauffer un petit peu les gens sur ce qu'ils vont vivre. Et du coup, vous avez laissé vos numéros de téléphone longtemps comme ça dans la commercialisation? Ouais, franchement, mais tellement artisanal. Ouais, et puis les gens nous appelaient à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu vois. Ça pouvait être le vendredi soir à 2h du matin. Et nous, on était tellement contents déjà que les gens nous appellent qu'on prenait tout le monde au téléphone. Et surtout, encore une fois, je te dis, on en apprenait pas mal, mais du coup, on pouvait aussi orienter ce qu'ils allaient vivre. Donc, c'est-à-dire, on a affiné nos offres parce qu'on avait plein d'intuitions au départ de ce que les gens allaient vouloir vivre. Tu vois, en se disant, là, on a un hôtel super design avec un prix très attractif, mais rien de spécial à vivre. Et les gens nous disaient, non, mais moi, je veux le truc avec la piscine, là, le petit-déj, et puis vous me rajoutez le champagne. En fait, je vais rester dans l'hôtel, donc j'ai envie d'en profiter. Donc, plein d'intuitions comme ça qui se sont avérées fausses et qu'on a pu vérifier. Et puis surtout, derrière, comme on savait pourquoi les gens venaient, qu'est-ce qui était important pour eux, on pouvait laisser un petit mot à l'hôtel. On écrivait aussi des petits mots personnalisés aux clients qu'on allait déposer le week-end dans les hôtels. Et donc, tu avais une vraie relation personnalisée. Tu vois, on leur envoyait même des recos de restaurants, des choses à faire autour, des SMS, enfin, des choses que tu peux plus tenir ensuite forcément dans leur globalité. Mais au début, en termes d'extra mile, ouais, c'était très, très personnalisé comme expérience. Ouais. Donc tout à l'heure, je te parlais de la crise sanitaire. Comment vous avez vécu ce coup d'arrêt pour le milieu de l'hôtellerie?
Évidemment, ça a été une période qui a été très compliquée pour tout le monde, hein, je t'apprends rien. Pour les utilisateurs, évidemment, et puis pour les hôtels, il y en a plein qui ont fermé à ce moment-là. Mais à l'époque, tu vois, alors aujourd'hui, on travaille avec 1700 hôtels partenaires, on a 3 millions d'utilisateurs, mais à l'époque, on avait que 50, 100 hôtels partenaires. Et on était super proche d'eux, en revanche. Donc, on échangeait énormément par téléphone, par SMS. Et si tu veux, à ce moment-là, les échanges étaient, est-ce que vous restez ouvert? Et ils nous disaient, vous, est-ce que vous restez ouvert pendant cette période-là? Donc, il y a une petite période, évidemment, où on s'est tous posé la question de ce qu'on allait faire pour la suite. Mais finalement, assez rapidement, si tu veux, c'est une période qui a plutôt accéléré, en fait, l'adoption de notre service, à la fois côté utilisateur et côté hôtelier. Parce que, avec un peu de recul, on se dit que ça a dramatisé un petit peu le besoin et les bénéfices d'un staycation. Si on se replonge un petit peu dans ce moment-là, c'est vraiment comment est-ce que je peux m'évader quand je dois rester à moins de 10 kilomètres de chez moi. Et puis, côté hôtelier, comment je peux faire tourner mon hôtel quand il y a plus de touristes. Donc finalement, c'est le staycation devenait, ce que nous on voyait en tout cas comme bénéfice dans notre service. Là, ça cristallisait vraiment tout ça à ce moment-là. Donc si tu veux, les hôtels, ils sont adaptés en un temps record pour proposer des expériences pour cette clientèle qui venait rester dans l'hôtel. Et c'est là, ils ont mis en place plein de choses qui sont restées aujourd'hui presque des standards. Tu vois, le fait d'avoir des créneaux quand tu vas au spa, le fait d'avoir des offres de dîner qui sont encore plus poussées en room service. Enfin, il y a plein de choses qu'on a mis en place à ce moment-là avec les hôteliers et qui sont restées aujourd'hui. Ouais. Ouais, l'une de mes toutes premières expériences, ça a été d'aller à l'hôtel Molitor avec 1 heure de privatisation de la piscine. Et ça, je pense que ça arrivera plus jamais dans l'histoire de l'hôtel. Non, malheureusement, Armel, je suis pas sûr que ça réarrive effectivement, mais c'était un truc de fou. On était 2 dans cette immense piscine, c'était complètement irréel, quoi. Et tu le vois, en même temps, quand ton hôtel il est plein toute l'année, t'as pas besoin forcément de te réinventer. Là, t'as une nouvelle clientèle qui vient pour rester dans l'hôtel, qui vient pour vivre des choses, vivre des expériences, et c'est la seule clientèle qui est présente dans ton hôtel. Enfin, moi, j'étais assez, vraiment, j'étais assez ébahi parce que les hôtels ont la manière dont ils se sont adaptés et toute la volonté qu'ils ont mise pour faire évoluer un petit peu ce qu'ils proposaient, ouais. Il faut absolument qu'on parle de quelque chose que j'adore et je pense que absolument toutes les clientes adorent, c'est les pochettes. Ah. Comment vous avez eu l'idée? Comment vous avez trouvé le design? Et comment vous avez réussi à faire en sorte que les hôteliers acceptent de les distribuer? Ça revient à ce que je t'ai dit au début, en fait. Nous, on avait les clients au téléphone, donc on se disait, putain, c'est génial, on s'occupe de toute l'avant-vente, entre guillemets. Et puis ensuite, on les appelait le lundi, tu vois, en début de semaine, pour savoir comment ça s'était passé, histoire d'avoir les feedbacks. Mais en fait, pendant le staycation, on n'était pas là. Donc on se dit, on est en train de vous raconter que c'est une expérience staycation, on imagine un petit peu ce que tu vas vivre, tu vois, le programme qu'on a imaginé pour toi, l'expérience qu'on a voulu te faire vivre. Mais une fois que t'étais sur place, finalement, t'avais plus aucun lien avec staycation. Donc, au début, on s'est dit, le truc basique à faire, la première step, c'est on va écrire des mots personnalisés aux clients qu'on va aller livrer dans les hôtels. Donc, on écrivait ça à la main, un petit mot personnalisé avec tout ce qu'on avait appris. Et tous les week-ends, avec le scooter de mon associé, on faisait le tour de Paris, qui pleuve, qui neige, et on allait livrer ces petits mots, sauf on commençait à avoir de plus en plus d'hôtels, de plus en plus de clients. Donc, on faisait écrire nos copains, nos copines pour nous aider là-dessus. Et les hôteliers nous voyaient débarquer, si tu veux, avec ce scooter, mais qui était atroce, des sacs vraiment ça faisait vraiment artisanal. Et ils nous voyaient en disant, putain, mais les gars, vous venez vraiment tous les week-ends livrer tout ça. Enfin, ça crée vachement de proximité aussi avec les hôteliers. Et puis, je pense que comme ils voyaient qu'on se donnait du mal, je pense qu'ils s'occupaient encore mieux aussi de nos utilisateurs. Et donc, on avait envie d'avoir ce pied, et je pense que de cette manière, on se disait, tiens, Staycation est présent pendant cette expérience. Sauf qu'évidemment, plus le service commençait à grandir, plus au bout d'un moment, c'était plus possible, tu vois, d'aller écrire des petits mots à la main et de livrer tous les week-ends. On a tenu quand même 1 an. Puis à un moment, on s'est dit, mince, il faut qu'on automatise ça, qu'on industrialise ce principe-là. Donc c'est la pochette qui nous est venue en tête et on s'est dit, tiens, il y a à la fois une valeur d'accueil qu'on trouve chouette. Et puis, pour ceux qui auraient pas testé l'expérience encore, à l'intérieur, il y a des goodies. Là, en ce moment, c'est des petits masques de beauté pour 2 personnes. Et il y a un vrai truc de rituel, c'est-à-dire, tu t'arrives, t'étais dans le métro il y a encore quelques minutes. Là, tu débarques, tu te mets en peignoir, tu mets ton petit masque de beauté, et puis ça y est, quoi, t'es plus là pour personne, quoi. Tu rentres dans un autre univers, quoi. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a créé ça. Et si tu veux, la suite pour nous, c'est continuer d'être de plus présent possible avec nos utilisateurs pour que ça soit une vraie expérience staycation.
Donc ça va passer plutôt par notre application, tu vois. On se dit que via la tech, on va pouvoir continuer à accompagner les gens, continuer à faire en sorte qu'ils aient un programme complètement clé en main et qu'ils aient besoin de rien organiser. Mais la pochette, c'était un peu un nouveau step pour nous pour être présents pendant cette expérience. Pour moi, la pochette, c'est une signature Staycation. J'espère que jamais vous la retirerez parce que elle est trop géniale et y compris après, elle est tellement bonne qualité que je m'en sers énormément. Tu vois, à l'aéroport, comme elle est un petit peu transparente, ça permet de mettre ses produits et d'être pile poil dans les dimensions autorisées. Et c'est un plaisir de l'avoir, quoi, y compris après. Ouais, écoute, je crois qu'on n'aurait jamais pensé être dans autant de salles de bain, mais effectivement, même chez nos potes, on est présent dans toutes les salles de bain. Donc, écoute, ça sert. Non, mais c'est le but aussi de se dire, c'est pas quelque chose que tu vas jeter. Et effectivement, je crois qu'il y a plein de gens qui la gardent ensuite, soit pour mettre leur maillot de bain, soit pour soit en trousse de toilette, ouais, exactement. Donc, tant mieux si elle t'a plu, Armelle. Si tu regardes ton parcours, est-ce qu'il y a une grosse erreur que tu as commise et surtout, qu'est-ce que t'en retiens? Bon, on a fait plein d'erreurs, hein, évidemment, mais ça fait partie, je pense, de la vie d'entrepreneur. Je pense que la plus grosse erreur au départ, c'était, ça fait écho à ce que je t'ai raconté au départ, c'est vraiment de pas nous confronter assez vite à la réalité. Tu vois, de pas parler assez à nos clients, de pas parler assez aux hôtels, de rester un peu dans notre coin. Clairement, on aurait dû se confronter beaucoup plus rapidement à la réalité. On n'aurait pas perdu. Je pense pas que ça soit une année ou une année et demie de perdu, mais clairement, on aurait été plus vite et on se serait peut-être plus vite posé les bonnes questions si on s'était ouvert un petit peu à l'extérieur. Et pareil, on a mis du temps avant de s'ouvrir un petit peu, nous, à l'extérieur, tu vois, en sortant de notre de nos boulots de salariés, on a une vraie période d'acculturation, tu vois, où au départ on voulait vraiment trouver toutes les solutions nous-mêmes. Et aujourd'hui, bon, c'est un processus, hein, on a appris et on a compris un petit peu ce qu'on pouvait faire de différent. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est aussi assez culturel chez nous, chez Staycation, c'est que dès qu'on connaît pas un sujet, ce qui arrive quand même assez souvent, on commence par se demander qui sait mieux que nous. Et donc là, on a toujours le même process. Déjà, on va lire énormément de choses. Tu vois, on a de la chance, l'entrepreneuriat et l'univers des startups, c'est quand même assez documenté. Il y a quand même pas mal de littérature sur tous les sujets, hein, les sales, les HR, etc. Plein de retours d'expérience. Donc ça, on commence par lire énormément de choses. Et puis, on contacte 10, 15 boîtes qui sont plus avancées que nous, qui sont passées par là. Et ce qui est assez génial dans ce milieu-là, c'est que les gens répondent quand même très souvent. Tu vois, je pense qu'il y a au moins 3 personnes sur 4 qui me répondent quand je leur propose un café de 15 minutes pour me donner un coup de main. Et en fait, tu te rends compte que les 5, 10 premiers calls, tu vas apprendre énormément de choses. Puis les 3, 4 derniers, ça commence à être assez redondant. Il y a un peu les mêmes choses qui reviennent. Et là, tu te dis, OK, j'ai une vision d'ensemble. J'ai des pistes de réflexion. Maintenant, il faut que je l'adapte à mon contexte. Mais en tout cas, ça m'ouvre tellement les chakras par rapport au moment où je me suis confronté au problème que ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, tu vois, c'est vraiment, je pense, si on devait remonter quelque chose aujourd'hui, on se confronte le plus vite possible à la réalité. On teste un truc rapidement et on essaie d'échanger le plus vite possible avec des gens qui sont passés par là. Et à contrario, est-ce qu'il y a quelque chose, un accomplissement dont tu es particulièrement fier ? Nous, ce qui nous plaît, en tout cas, dans le modèle de Staycation, c'est qu'on se dit, tiens, on n'est pas en train de faire une guerre des prix ou des choses comme ça. On essaie de se dire, mince, on essaie de créer quelque chose, de créer de la valeur et de créer quelque chose qui n'existait pas. Je pense que c'est ça qui nous drive pas mal et qui nous correspond bien aussi à tous les trois. Si tu veux, on se dit qu'on essaie d'apporter il y a un aspect transformatif qui nous plaît dans Staycation. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter une transformation dans la vie des gens. Alors évidemment, on sauve pas des vies, hein, mais on pense qu'on peut avoir quand même un petit impact positif, que ce soit dans le quotidien de nos utilisateurs. Nous, c'est une de nos valeurs aussi, tu vois, on se dit, on n'est pas là pour vendre des chambres, hein, on est là pour faire vivre des moments aux gens, pour les sortir un petit peu de leur routine, de leur quotidien. Donc tout le monde dans l'équipe, et c'est pareil côté hôtel, va avoir un impact sur l'expérience que les gens vont vivre. Et puis quand on discute avec nos utilisateurs, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. À la fin de mon Staycation, j'ai l'impression d'avoir tout le bénéfice des vacances, mais en restant à côté de chez moi. Donc cet aspect-là, on trouve qu'il est chouette. Pour les hôteliers, je te le disais, on est en train de créer un nouveau marché. Et puis aussi, quand on pense nous aux personnes dans l'équipe, on essaie en tout cas de créer un environnement dans lequel les gens vont pouvoir grandir, s'épanouir, apprendre. Si tu veux, on considère presque Staycation un peu comme une culture, qui est quelque chose d'organique qui va se développer et qui va se développer juste pas via nous, quoi, en tant que fondateurs, mais vraiment avec les gens qui vont le vivre, avec les hôteliers, avec les personnes de l'équipe. Voilà, il y a tout à inventer et je pense que c'est quelque chose qui nous fait pas mal vibrer. Alors, au-delà d'avoir été le standard téléphonique et d'avoir fait les livraisons vous-même en scooter,
Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que tu pourrais partager sur les débuts de Staycation ou sur les grands sujets que vous trouvez en ce moment qui pourraient être tout aussi amusants? L'anecdote du scooter, on l'aime bien, elle fait partie un petit peu de la story des débuts. Non, c'est là où on est, enfin, toutes les semaines, on voit un petit peu, on a des retours des utilisateurs, des retours des hôtels. Finalement, c'est dans les hôtels qui se passent les meilleures histoires, quoi. Tu discutes avec des hôteliers, que ce soit à la réception, à la conciergerie, ils ont vraiment des anecdotes assez incroyables. Et nous, c'est ce qu'on adore avec cette industrie, c'est que il y a des vrais gens derrière, avec des vraies histoires. Et on le voit aussi, nous, il y a autant finalement, de staycation que de staycationneurs. Nous, si tu veux, avec Staycation, on essaie de proposer un cadre dans lequel ensuite les gens vont faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils vont vivre ce qu'ils veulent, ils vont pas. Toi, quand t'as été à Molitor, tu t'as peut-être vécu ton expérience d'une certaine manière. Il y a des gens qui vont aller profiter de ce qu'il y a à faire autour. Il y a des gens qui vont rester dans l'hôtel. Tu vas y aller une fois, je sais pas, avec ton +1, l'autre fois avec, tu peux y aller avec tes parents. Enfin, il y a tellement d'histoires différentes à vivre. Et ensuite, les gens nous racontent des trucs de dingue en termes d'anecdotes, quoi. Il y a quelqu'un qui a pris un staycation l'année dernière juste pour écouter un nouvel album, tu vois, en nous disant, j'avais envie d'être solo. Je me suis pris un staycation avec Benoît et j'ai juste écouté le dernier album. Je crois que c'était l'album d'Adèle à l'époque, pour être tranquille. D'autres qui nous ont dit, mais nous, on a un truc avec mon copain, c'est on va à la Fnac et on choisit on regarde les billets pour les événements qui sont disponibles le soir même, et puis on prend le truc le plus random possible. Et ensuite, on rentre dans notre staycation, on n'est pas chez nous, et on a l'impression d'être parti, pareil, super loin en week-end alors qu'on était à 2 pas de chez nous. Donc, si tu veux, c'est vraiment donner ce cadre et donner aux gens ensuite récupérer un petit peu les anecdotes, et il y a énormément d'histoires qu'on pourrait documenter et qu'on a envie de plus documenter d'ailleurs. Évidemment, tout ça, c'est super sympa, mais comme dans toutes les entreprises, il y a forcément des moments difficiles. Comment est-ce que tu fais pour garder la motivation ou retrouver de l'énergie et de la motivation dans ces moments plus difficiles? C'est vrai que c'est souvent les montagnes russes, mais déjà, premièrement, je pense qu'on se sent super chanceux, tu vois, de ce qui se passe. Et plus on avance, et je trouve que mieux on parvient aussi à gérer ces temps faibles, on essaie de se remettre très souvent en question. Et à côté de ça, je pense que ce qui a changé aussi par rapport au début, c'est que on sait qu'on n'est pas seul. Déjà, j'ai la chance d'avoir mes 2 associés sur qui je peux toujours compter. On sait qu'on a une équipe aussi qui prend le relais. Et je te disais tout à l'heure, on sait qu'on peut avoir assez rapidement plein de retours d'expérience de gens qui sont passés par là. Et ça, je trouve que ça te donne... Alors, après, évidemment, il n'y a jamais de formule magique, et il y a des choses qui vont fonctionner et d'autres qui vont pas fonctionner. Mais nous, je pense que ça nous a enlevé un poids de se dire que tu vas pas réinventer la roue. Il y a plein de gens qui sont passés par là et tu peux rapidement avoir des perspectives qui t'aident à faire les bons choix. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, on a la chance, je pense, de travailler sur un produit, une expérience qui, encore une fois, qui a un mini impact positif dans le quotidien des gens, et on se dit, on essaie de se souvenir de pourquoi on fait ça, et que le plus important, c'est ce que les gens vont vivre derrière. Donc on a intérêt à être à la hauteur de la confiance que les gens nous accordent en utilisant notre service. Ouais, vous êtes clairement un distributeur de bonheur. Enfin, c'est à tranche de 24 heures de bonheur, quoi. Donc c'est hyper motivant. Vous avez ouvert à l'étranger. Est-ce que vous avez réussi aussi facilement à transférer cette culture staycation qui a été d'abord développée à Paris, en France, et puis ensuite sur d'autres cultures étrangères? Est-ce que ça s'est passé de façon fluide? On est en plein dedans, en fait, là, à l'international, tu vois. Donc c'est une super question, Armel. Le gros challenge avec Staycation, c'est comme on a un service local pour la clientèle locale, effectivement, tu vois, on doit à chaque fois recréer de l'offre et de la demande localement. Si je suis un tour opérateur, si je fais du tourisme, je m'appuie sur ma base d'utilisateurs. Par exemple, je suis implanté en France. J'ai une grosse base d'utilisateurs que j'envoie déjà en Europe. Si je veux les envoyer en Asie demain, c'est toujours ma même base d'utilisateurs. Donc finalement, je vais aller créer mon offre et je peux toujours l'adresser auprès de ma clientèle actuelle. Nous, quand on s'appelle Staycation, il faut qu'on crée aussi de la demande en même temps, localement. Et effectivement, quand tu dis que tu t'essaies de créer un usage, c'est un challenge qui est, je trouve, peut-être un peu plus compliqué, mais qui nous excite beaucoup. Aujourd'hui, on est en plein dedans de se poser la question, comment est-ce qu'on réplique notre modèle? Comment est-ce qu'on crée cet usage localement? Alors, je pense que le fait qu'on se soit dit dès le début qu'on essaye de se connecter, tu vois, à la vie quotidienne des urbains, je pense que ça nous aide énormément dans nos réflexions, parce que finalement, on n'est pas en train de te vendre un hôtel, on n'est pas en train de te vendre des assets d'hôtel, tu vois, ça tout le monde s'en fout, quoi. Je pourrais te dire, tiens, viens profiter des plus beaux assets d'hôtel, Armel, tu vas me dire, mais de quoi il me parle?
En revanche, si je te dis, tiens, mais comment tu te sens en ce moment dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais d'habitude c'est quoi les options que tu as pour sortir un petit peu de ça, pour casser la routine? Et on va se poser la question de nous, comment est-ce qu'on peut intégrer Staycation dans les options que tu as à ta disposition pour sortir un petit peu de cet état-là. Et finalement, quand tu penses à ça, tu dis, on pense que le bénéfice, il est assez universel, en fait. Je pense que dans toutes les grandes métropoles, t'as besoin de sortir, t'as besoin de souffler, t'as besoin de déconnecter. Et finalement, si on reste très droit dans notre mission, on va trouver des manières de se connecter à la vie des gens. Donc c'est de cette manière qu'on essaie de créer notre communauté. Et puis surtout continuer à faire ce qui a très bien fonctionné pour nous jusqu'ici, c'est que 80% du coup de nos 3 millions d'utilisateurs, ça vient de l'organique, c'est du bouche à oreille. Et c'est quelque chose qu'on encourage à fond et qui est très lié à notre service aussi. Hein. Tu vois, tu reviens le lundi matin au boulot, on te demande où est-ce que t'étais ce week-end, tu dis que t'étais juste à côté dans un hôtel, ça fait parler. Donc c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager. Mais voilà, rester très droit sur ce qui a fait un petit peu notre succès en France, en gardant en tête qu'il va y avoir des spécificités évidemment au niveau local. Alors pour moi, il y a un truc qui est très très fort en termes de branding que vous avez réussi à faire, c'est qu'à la limite, tu vois, quand j'en discute autour des mois, les gens me disent pas je suis allé dans tel hôtel, by the way, j'y suis allé avec Staycation. En fait, les gens disent j'ai fait un staycation et peu importe l'endroit où on est allé. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort. C'est un peu comme le Club Med, tu vois. Tu dis pas dans quelle destination t'es allé au Club Med, t'es juste allé au Club Med et peu importe où t'as été. Et ça, je trouve que c'est hyper fort. Ça, je pense que c'était le premier mois du coup de notre lancement. C'est Kevin, mon associé, justement, qui a dit, mais il faut que staycation, ça soit un mot qui soit dans le dictionnaire et il faut que ça soit le mot que les gens utilisent. Bon, effectivement, tu te dis pas, je fais un booking.com ou un Expedia. Par contre, tu dis, je fais un staycation. Et au début, ça nous a aidé parce que, donc, staycation, hein, c'est un mot valise qui était pas du tout utilisé en France au départ, mais qui venait des pays anglo-saxons et qui voulait dire c'est une contraction de stay et de vacation. Donc, rester, passer des vacances dans sa ville. Et on trouvait finalement que c'était pas forcément lié aux hôtels, tu vois, c'était plutôt de redécouvrir sa ville à travers les yeux d'un touriste. Mais finalement, on trouvait que ça racontait bien le bénéfice de ce que tu allais vivre en utilisant avec nos expériences. Et ensuite, toujours pareil, hein, on va pas se confronter aux géants de l'hôtellerie, on va pas aller essayer en tout cas, tu vois, des booking.com, etc. Donc, nous, il a fallu qu'on trouve notre différenciation et être sur cette clientèle locale. Et donc, le fait de réfléchir à staycation comme un nouvel usage ou comme une culture, ouais, je pense que ça nous a ouvert pas mal les chakras et d'essayer d'installer quelque chose, quelque chose qui est différent par rapport à ce que tu as l'habitude de vivre. Est-ce que tu peux nous parler aussi de comment vous avez développé le day use en hôtellerie? Qu'est-ce que tu entends, pardon, Armelle, par day use? Eh bien, c'est le développement d'expérience, tu vois, le fait de pouvoir acheter pas forcément une nuitée. Ah oui. On continue de beaucoup discuter avec les hôteliers, tu vois, pour savoir mais un peu quels sont leurs challenges au niveau business. Et pareil, c'est eux qui nous ont mis sur la voie de ces expériences en journée parce que tu as complètement raison. Aujourd'hui, tu peux réserver un staycation de 24 heures, donc où tu auras toujours la nuit, le petit-déj et puis une expérience. Ça peut être un spa, ça peut être des cours de mixologie, ça peut être un dîner, etc. Enfin, tout ce qu'il y a à faire dans l'hôtel. Et tu peux aussi réserver des expériences sans la nuitée. Donc, juste aller te faire un énorme petit-déj d'hôtel ou un brunch, juste aller faire ce qu'on appelle un splunch, tu vois, un combo spa plus lunch le midi. Et ça, c'est les hôtels qui nous ont mis sur la piste de ces expériences-là. Tout simplement, ils nous disaient, c'est génial, vous m'avez vendu mes expériences packagées, tu vois, avec nuitée. Mais en fait, moi, il y a personne dans mon spa la semaine. Il y a personne le soir au restaurant. En tout cas, il est pas complètement rempli. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour m'aider? Nous, à chaque fois, tu vois, on essaie de rester hyper radicaux sur notre proposition, de pas s'éparpiller. Et donc, ce qui nous singularise, en tout cas auprès des hôteliers aujourd'hui, c'est deux choses. Un, c'est que c'est de la clientèle locale. Et ça, aujourd'hui, on est les seuls à le faire, à aller adresser les gens qui sont juste à côté de ton hôtel. Et deux, on propose uniquement des expériences. Si on schématise, hein, si tu veux une chambre, tu vas sur Booking ou sur Airbnb. Si tu veux vivre une expérience, tu vas sur Staycation. Et donc, à chaque fois qu'on réfléchit, tu vois, à des nouveaux produits ou à faire évoluer un petit peu notre offre, on se demande si on est toujours très radicaux sur cette proposition-là. Et donc, quand les hôteliers nous ont dit, vous pouvez pas proposer juste un spa, des petits déj, etc., on s'est dit, est-ce que c'est pour la clientèle locale? Oui. Est-ce que c'est des expériences? Oui. Et donc, on a lancé cette offre qui s'appelle les Moments et qui nous a ouvert aussi, pareil, on n'avait pas anticipé ça auprès de nos utilisateurs, mais finalement, on voyait qu'il y avait des comportements un petit peu différents avec ces expériences en journée. Ça va te paraître très basique quand je vais te le dire. Mais les gens nous disaient, moi, par exemple, je suis célibataire et en fait, c'est un peu bizarre d'aller faire un staycation avec mon collègue ou avec mes parents, alors que là, vos expériences Moment, elles me permettent d'aller
vivre des choses avec d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui le font en solo aussi, mais en pleine semaine, je me prends un RTT et je vais me retrouver un petit peu de temps avec ma meilleure amie. Je vais retrouver du temps, je peux aussi le faire en couple. Je peux sortir le soir avec mes collègues pour aller dans les meilleurs bars à cocktails de Paris. Enfin voilà, ça fait de notre service quelque chose d'encore plus universel et qui peut aller adresser plus de besoins côté utilisateur. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on nous ait donné, je suis désolé, je vais le dire en anglais au début, mais parce que c'est un petit peu un mantra de start-up qui est super connu, hein, mais c'est do things that don't scale. C'est vraiment au début faire les choses qui vont pas scaler, c'est-à-dire, tu vois, l'essentiel, c'est vraiment de commencer, même si c'est petit, même si ça prend du temps, même si tu pourras pas le tenir dans la durée, c'est vraiment de te lancer, quoi, le plus vite possible. Encore une fois, tu vois, comment je me confronte à la réalité. Le plus gros piège, tu vois, c'est de rester dans ta tête et de te dire, non, mais là, je vais construire le meilleur truc possible. Je vais y passer du temps, de l'énergie. Et ensuite, quand je vais le proposer à mes clients, je vais me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout ce qu'il leur fallait. Donc, la newsletter, nous, c'est vraiment ça. Tu vois, il y a une vraie culture du bootstrap, de dire, mais fais les choses. De toute façon, c'est un processus, tu vois. C'est un peu comme, on aime bien faire le parallèle avec un processus un petit peu créatif. C'est vraiment quelque chose d'organique, tu vois. Tu vas faire les choses, tu vas te rendre compte, tu vas te confronter et tu vas affiner ta proposition petit à petit. Mais plus tu mets de temps avant de le lancer et de te confronter, plus tu vas perdre d'énergie et plus tu vas perdre de temps par rapport à au développement de ton produit. Donc c'est vraiment faire l'extra mile, tester les choses, et c'est pas grave, on peut se planter, mais vraiment tu vas te planter plusieurs fois avant d'arriver au succès. Et si tu veux, ça, Armel, ça fait aussi partie de nos valeurs, tu vois. On a une des valeurs, c'est learn in 2 weeks. Comment, quand t'as une idée dans l'équipe, ce qu'on dit aux gens, c'est pas est-ce que j'ai le droit de faire cette idée, c'est ok, juste comment tu la testes en 2 semaines. C'est le seul truc qu'on te demande. Et ensuite, tu nous raconteras ce que t'as appris, que ce soit un succès ou que ce soit un échec. On veut juste que tu puisses le tester et que tu en apprennes quelque chose. Donc le fail better, fail again, ou plutôt fail again, fail better de Samuel Beckett, c'est vraiment votre mantra chez Staycation? Bah ouais, ça fait partie de nos mantras et je pense que c'est aussi lié, tu vois. Nous, on a une culture très bootstrap chez Staycation. On a mis 4 ans avant de lever des fonds. On a été autofinancé depuis le début et aujourd'hui, on vise la rentabilité encore cette année. Et je pense que c'est lié aussi à cette culture-là. Il y a 2 choses. Nous, c'était notre première startup, donc je pense qu'on avait besoin de s'acculturer, de tester des choses. Et tu vois, si tu nous avais donné un moteur de Ferrari dès le début, on serait allé droit dans le mur. Et en plus, on est en train de créer quelque chose qui demande beaucoup d'exploration. Tu vois, le Staycation, si tu nous avais demandé à quoi ça ressemblerait à nos débuts. Franchement, on a quand même bien affiné. Enfin, cette culture s'est développée. Et c'est vrai qu'au début, si tu nous avais donné énormément de moyens, je pense qu'on n'aurait pas pris autant de temps pour tester des choses, pour discuter avec les utilisateurs, discuter avec les hôteliers. Donc c'était indispensable, en tout cas, je pense, dans le contexte dans lequel on était. L'industrie de l'hospitalité et du tourisme, elle évolue beaucoup. Comment tu vois l'avenir pour les 5 à 10 prochaines années? Ouais, elle a beaucoup bougé quand même, je trouve, avec le Covid. Nous, souvent, je trouve qu'on est à la fois assez perplexe devant le retard qu'il peut y avoir dans cette industrie, notamment au niveau de la tech. Tu vois, c'est quand même une industrie qui pèse des milliards, et parfois il y a encore des process qui sont vraiment pas encore pris complètement le train de la tech et du digital. Et dans le même temps, on est impressionné par la capacité, tu vois, des hôteliers à se réinventer, à se transformer. Et nous, quand on imagine un petit peu la suite de cette industrie, il y a vraiment 2 choses. On se dit qu'il va y avoir de plus en plus de polarisation entre, d'un côté, une offre très fonctionnelle, tu vois, j'ai besoin d'une chambre pour dormir. Et ça, il y a des hôtels qui le font bien, mais il y a aussi de plus en plus d'acteurs qui prennent de la place sur ce segment-là. Je pense évidemment à Airbnb, je pense à toutes les locations meublées, tu vois, les appartements, qui font un peu parfois sans âme. Enfin, je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai utilisé. J'adore Airbnb, hein. C'est un service que j'utilise aussi beaucoup, mais plus dans un cadre fonctionnel. Mais je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois où je suis allé dans l'appartement d'une vraie personne, si tu veux. Donc je trouve qu'on va vraiment vers une offre de plus en plus fonctionnelle d'un côté. Et pour nous, l'hôtellerie a tout intérêt à aller de l'autre côté et à vraiment miser à fond sur la partie expérientielle. Encore une fois, hein, si les gens veulent juste une chambre, ils vont se tourner vers ces autres plateformes. S'ils veulent vivre une expérience, il faut qu'ils aillent dans les hôtels. Mais pour ça, il faut qu'on aide les hôtels à vraiment développer cet aspect expérientiel, à la fois dans les expériences qu'ils proposent eux dans leur mur, mais aussi dans la partie digitale, comment tu les accompagnes sur ces enjeux-là. Donc ça, c'est un peu je pense, la première chose.
Et si tu me le permets, il y a une autre chose qu'on voit se dessiner, c'est que il y a quand même ces dernières années énormément d'aléas qui peuvent survenir avec le tourisme. Tu vois, rien qu'en France, à Paris, ça a été compliqué pour les hôteliers, tu vois, entre les manifestations, les attentats, enfin, il y a eu plein d'aléas qui ont fait que il y a des populations de touristes qui sont pas venus pendant un long moment. Et finalement, le fait de se tourner vers les gens qui sont autour de toi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est indispensable dans le mix des hôtels. Alors en plus, on prêche pour notre paroisse, mais on trouve que c'est presque du bon sens, tu vois, de réouvrir l'hôtel sur la ville. Il n'y a pas de raison que les hôtels soient les seuls endroits dans lesquels tu vas pas en tant que local. Donc nous, on présente souvent la clientèle staycation comme la clientèle du futur, c'est-à-dire ils sont plus jeunes. Nous, c'est vraiment 30 ans d'âge moyen versus 55-60 ans, tu vois, pour les hôtels avec lesquels on travaille, les 4 et 5 étoiles. Et ils sont pas là pour dormir, ils sont là pour vivre une expérience. Donc en fait, si tu arrives à comprendre et à adresser les attentes de cette clientèle-là, on pense qu'en tant qu'hôtel, tu seras mieux armé pour ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que toi, demain, tu vas à Amsterdam, à Barcelone ou ailleurs, tu as envie de vivre déjà comme un local, et puis t'as pas envie d'avoir juste une chambre dans laquelle dormir. Donc autant te préparer avec cette clientèle locale. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Pour finir, est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire ou un film ou une série à nous recommander? Ça va être des trucs d'entrepreneurs, Armelle. On peut tout apprendre dans les livres. C'est assez génial. Je trouve c'est pareil, c'est un truc que tout le monde fait aujourd'hui dans l'équipe, qu'on essaie d'instaurer, de lire, d'apprendre des choses. Et il y a 2 bouquins business qu'on aime bien. Moi, j'aime bien offrir à toutes les personnes qui nous rejoignent dans l'équipe, là, côté sales, c'est Comment se faire des amis. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Absolument, oui. J'étais adolescente quand je l'ai lu. Ouais, moi, je le lis assez régulièrement. Bon, franchement, c'est un peu la honte quand les gens te voient le lire dans le métro parce que la couverture est un peu mièvre. Mais il y a plein de clés de lecture pour savoir un petit peu, juste comment interagir avec les gens, comment te mettre à leur place et faire les choses avec sincérité, tu vois. Je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on veut que les gens aient chez nous, avoir ce regard assez naïf, assez vraiment s'intéresser aux gens en fait, plutôt que d'arriver avec tes gros sabots. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien offrir chez nous. Et moi, il y a un livre côté sales qui m'a un peu changé la vie, qui s'appelle Sales Acceleration Formula, et qui est vraiment une bible si tu veux monter une équipe sales demain, une équipe commerciale. Mais c'est vraiment, ça te donne un framework qui t'aide à vraiment poser ce que doit être une équipe sales en startup. Donc ça m'a énormément aidé. Ça a été le point de départ, en fait. Tu sais, c'est vraiment quand tu découvres quelque chose que tu connaissais pas et tu dis, wow, c'est génial, il y a tellement de choses à aller chercher là. Il y a un océan qui s'ouvre. Souvent, les livres nous permettent d'aller chercher ces nouveaux océans. Merci beaucoup Mathieu Ecolo, cofondateur de Staycation, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. L'énergie, le fit entre la personne et le poste, et enfin l'alignement des valeurs. Voici les 3 principaux critères de recrutement chez Staycation. Le second point, quand vous créez votre entreprise, ne gardez pas votre concept pour vous, car ce n'est pas l'idée qui compte, mais son exécution. Donc parlez-en le plus possible, allez interroger vos clients, vos partenaires futurs, vos fournisseurs pour vous assurer que vous répondez vraiment à leurs besoins. Le 3e point, on ne peut pas régler tous les problèmes tout seul. Pour gagner du temps et de l'énergie, allez aussi interroger d'autres entreprises, d'autres personnes qui en savent plus que vous sur le sujet. En réalité, les gens adorent aider les autres. Le 4e point, soyez radicaux. Si vous voulez marquer les esprits et être mémorable, il faut concevoir des propositions de valeur qui soient véritablement radicales. Et enfin, le dernier point, learn in 2 weeks, fail again, fail better. Il n'y a qu'en testant qu'on apprend et qu'on s'améliore. C'était le dernier épisode de la 5e saison d'Outdoor Minds dédiée à l'audace. Un grand merci à tous nos invités. Merci aussi à Gaël et Tiffaine pour leur aide sur le montage des épisodes. Et surtout, un grand merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous touche beaucoup. Petit teasing, d'ici à la semaine prochaine, nous travaillons en fait depuis plusieurs mois sur la 6e saison qui sera consacrée à un thème palpitant, le risque. Et enfin, nous allons opérer un grand changement dès la semaine prochaine, alors restez bien à l'écoute. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître Outdoor Minds et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent.
Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.